Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti, ben voilà, pour mon petit top 10 des moments de la saison. C'est une vidéo voilà, que je fais tous les ans, j'essaye de... Ça fait acte, on va dire, de résumé de la saison cycliste une fois qu'elle est terminée. Et ça résume un petit peu mes différents tops de l'année, vraiment ce qui m'a marqué sur cette saison. Alors, il y en avait vraiment plus des moments. Du coup, il y a les 10 et après, j'ai fait quelques petites mentions spéciales, on va dire. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à dire ce qui vous a marqué, pardon, durant cette saison. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à débattre dans l'espace commentaire, c'est bien sûr fait pour ça, et donner chacun vos tops. Donc, c'est pas par ordre de préférence, je le répète tous les ans, mais voilà, c'est pas par ordre de préférence mon classement, c'est vraiment par ordre chronologique, donc vous allez le voir hein, de toute façon. À chaque fois, il y aura les petites dates. Je vais essayer de mettre des extraits vidéo. Alors, si vous en voyez, c'est que YouTube a bien validé les extraits vidéo. Si c'est pas validé, bah, ça voudra tout simplement dire que YouTube me les a bloqués. Ça sera par contre retourner les extraits, voire avec peut-être un peu de flou. Enfin, voilà, pour que ça puisse passer, hein, les techniques pour pas se faire se prendre des droits d'auteur. Donc voilà, vous les connaissez. On va tout de suite y aller pour le premier moment de cette saison. Le premier moment que j'ai choisi, c'est forcément l'Estrade Bianche. C'est vraiment une course que j'adore, que je trouve hyper intéressante. Depuis quelques saisons, on a vraiment des courses de fou avec du mouvement de très très loin. Je crois que c'est depuis l'édition que Benoît avait remporté. Après, bah, il y avait eu celle avec Julien Alaphilippe qui était imposée, celle de Van Aert l'année dernière qui était incroyable. Et cette année, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose. Vraiment une édition incroyable avec les attaques du groupe Pogacar, hein. Vous voyez de toute façon ce classement top 10 avec Van Der Poel devant Alaphilippe et Bernal, Van Aert 4ème, ensuite Pidcock, Gogel, Pogacar, Clark, Fulsang et Bilbao plus loin. Mais voilà, vraiment le gros groupe avec Pogacar, Gogel, le groupe des 7 là, qui est parti de très très loin. On a eu beaucoup d'attaques dans le final et finalement un groupe de 3 qui s'est vraiment détaché dans le final, Alaf, Bernal et Van Der Poel. Déjà là, on a su que à ce moment-là, que Bernal allait potentiellement nous faire une belle saison avec ses problèmes de dos sur la saison précédente. Mais là, voilà, troisième d'Estrade Bianche, une course qui est quand même très difficile devant des purs spécialistes du cyclocross, Pidcock et Van Aert, et Alaphilippe. Bah, qui a été battu hein, par plus fort que lui, vraiment l'accélération de Mathieu Van Der Poel dans le mur final, c'était insuivable. Hein, Mathieu Van Der Poel qui était vraiment le plus fort sur un parcours où il avait échoué l'année dernière avec la victoire de son adversaire de toujours, Wout van Aert. Mais cette année, on a senti qu'il était vraiment très très fort et c'est des routes qui lui conviennent parfaitement. Hein. Champion du monde de cyclocross encore une fois cette année. Voilà, là, des routes en terre vraiment magnifiques. Ça rajoute vraiment de la beauté, ça rajoute du spectacle. Et voilà, cette victoire qu'il est allé chercher, Van Der Poel, en attaquant de loin. De toute façon, tous ces mecs-là étaient méritants. Mais dans le final, la puissance qu'il met pour décrocher à la Philippe, voilà, c'est tout simplement impressionnant. Et une victoire méritée. Voilà, c'était le premier monument, en tout cas, le premier moment qui m'avait marqué sur cette saison cycliste. Le deuxième, alors, vraiment, on avait un Paris-Nice très, très, comment dire, un petit peu étonnant cette année où on s'était dit, ben, c'est bon en fait, c'est gagné pour Primoz Roglic, il avait tout assommé, Primoz Roglic avec forcément le chrono, avec les abandons, je crois, c'était Georg Gunnar qui avait abandonné, et Richie Porte pour l'équipe Ineos, et sans vraiment un grand adversaire qui se mettait en travers de son chemin. Et puis, ben, on a eu la fameuse étape la veille de l'arrivée, la fameuse arrivée au sommet, où il reprend l'échappée, c'était Gino Mader. Et on se dit, bon allez, il va lui laisser la victoire, ou il gère exprès, et puis il le reprend à bloc dans le dernier kilomètre. Et là, on se dit, bah, c'est fini. La dernière étape en plus qui avait été modifiée, qui sur le papier n'avait pas l'air hyper intéressante, on s'est dit elle est sans intérêt. Et puis là, la dernière étape, la chute de Roglic, je crois qu'il est tombé 2 fois. La tactique complètement incompréhensible de Jumbo Visma qui l'attend, mais qui roule d'un coup pour le faire revenir et qui le lâche tout seul à 50 mètres derrière le peloton. Et Roglic qui ne rentre jamais. Et vous le voyez, il est même pas dans ce top 10. Et c'est Schartmann qui conserve son titre devant Vlasov et Ion Aguirre. Ensuite, on a eu un très beau Lucas Hamilton, 4ème, Tige Benoît, Guillaume Martin, premier français, avec Aurélien Paré-Peintre également dans le top 10. Aurélien Paré-Peintre qui a quand même fait une très très belle saison, car il avait remporté aussi le GP La Marseillaise début février. Donc franchement, belle saison de Paré-Peintre. Et vous voyez, pas de Roglic dans ce top 10. Vraiment
une contre-performance, mais pas forcément de lui, parce que ça peut arriver de tomber, même si on l'a vu beaucoup tomber quand même cette saison à Primoz Roglic. C'est vrai qu'il a l'air d'être en difficulté dans ses parties, alors que pourtant Roglic, normalement, c'est un excellent descendeur. On l'a souvent vu très très à l'aise dans les descentes sur les étapes qu'il avait conquis sur le Tour de France, à la Reims ou à Serre Chevalier. Il avait creusé vraiment dans les descentes. Et là, cette année, on le sent un petit peu plus faible. En tout cas, voilà, il avait craqué, il était figuré même pas dans le top 10, alors que tout le monde voyait Paris-Nice plier, même quasiment avant le départ, quand on voyait que Roglic était vraiment le fer de lance et le favori principal. Voilà, ça montre le spectacle sur ce genre de course et un Paris-Nice qui s'est encore une fois joué sur la dernière étape, même si c'était pas la fameuse étape autour de Nice. On a eu une étape dans le haut pays niçois qui était tout aussi intéressante. Mon troisième moment de cette saison, c'est le Milan-San Remo. Franchement, c'est une course qui, je trouve, retrouve un peu de la superbe depuis quelques années. Je pense que ça vient depuis la victoire de Kwiatkowski, tout simplement, quand il était allé se chercher Sagan et Alaphilippe. On a eu après les victoires de Nibali, celle de Halap, celle de Van Aert. On a retrouvé un peu plus une course de mouvement avec des coureurs qui essayent. Donc, encore une fois, on a eu des coureurs qui ont essayé, et ça paye pour Jasper Stuyven, qui a mis vraiment une attaque au moment où personne s'y attendait, tout le monde se regardait, et il a résisté jusqu'au bout. Jasper Stuyven qui est même un très très bon coureur de classique, mais plus lui, spécialiste des pavés, Jasper Stuyven. Et là vraiment une victoire en puissance devant Ewan, qui était pourtant très très fort, hein. Ewan, il aurait vraiment mérité d'aller le chercher. Honnêtement, pour 2022, si Caleb Ewan revient en forme, je miserais une pièce sur lui, sans doute sur Milan-San Remo, parce que il était monstrueux, il était stratosphérique. Ewan dans le Poggio, personne pouvait décramponner, personne pouvait sortir en costaud dans le Poggio comme l'ont fait par exemple Alaphilippe et Van Aert l'année précédente. Personne pouvait faire ça parce que Ewan était sur un rythme stratosphérique et il vient régler le sprint en plus, donc c'est vraiment dommage. Un top 10 quand même assez rempli avec en premier français Anthony Turgis, donc ça fait plaisir. Anthony Turgis qui a fait une très très bonne saison aussi, hein, le corps de l'équipe totale. On retrouve du Colbrelli, voilà, il était déjà là Colbrelli en début de saison. Aramburu, Matthews, Van Der Poel, Sagan, et le podium Van Aert, Ewan, Stuyven donc vainqueur de monument cette saison. C'est vrai que cette année, mine de rien, on n'a pas eu les trois coureurs qui étaient attendus pour gagner des monuments, c'est-à-dire Van Aert, Van Der Poel et Alaphilippe. Ils ont terminé sur les podiums des monuments. Tous terminent sur un podium. Non, sur Lombardia, il n'y a aucun des trois sur le podium. Mais voilà, ça montre que quand même, ils ont souvent été bien placés, mais un peu piégés souvent par d'autres tactiques en fait, qui ont fait qu'ils étaient un petit peu vu comme le plus fort, et c'est pour ça qu'ils se sont fait avoir. En tout cas, très très belle victoire de Jasper Stuyven sur ce San Remo. Et on enchaîne avec le deuxième monument de la saison, le Tour des Flandres, le Ronde van Vlaanderen, qui a encore vu cette année un scénario franchement que j'ai kiffé, avec des attaques vraiment de très très loin. Donc on a eu des attaques d'Alaphilippe qui avait vraiment été, je trouve, très très fort. Il était très fort, mais il a attaqué vraiment très très tôt, avec le retour ensuite de Van Der Poel, Asgreen et Van Aert, et il n'avait pas pu suivre. Julien Alaphilippe. Il y avait donc un groupe de 3 qui était parti, Asgreen, Van Der Poel et Van Aert. Et Van Aert n'avait pas pu suivre les deux dans le final. Donc là, on s'est dit, voilà, Asgreen, très très bon rouleur. Il a un peu de puissance, mais quand on voit la vitesse de Van Der Poel et comme il avait aligné Van Aert l'année dernière, il va aller chercher un deuxième Tour des Flandres. Eh bien, absolument pas. Il nous a sorti un sprint de folie. Kasper Asgreen, Van Der Poel qui était cramé, et qui se fait avoir donc par un Kasper Asgreen qui remporte son monument. Et honnêtement, c'est mérité parce qu'il a fait vraiment une très très bonne campagne de classique. Kasper Asgreen, c'est vraiment un équipier modèle aussi du côté de l'équipe de Koenig, donc mérité. Et franchement, on voit sa rage quand il passe la ligne, avec le magnifique maillot de champion du Danemark aussi. Derrière, tir groupé des Belges, 3e place de Van Avermaet qui regoute en podium sur un monument, alors qu'il avait remporté le e-Tour des Flandres, on va dire, le Tour des Flandres sur Swift en 2020 pendant le confinement. Stuyven 4e, encore là, Jasper Stuyven, Seb Van Mark, Wout Van Aert 6e, Gianni Vermeersch, lui, termine 7e, et les Français, 2 Français dans le top 10, Turgis 8e, Sénéchal 9e, donc dans le groupe avec les Van Mark, Van Aert, Co, et Dylan Van Baarle, lui, 10e. Donc franchement, un top 10 avec que des monstres, mais le duo de tête, là, Van Der Poel, Asgreen, très solide, et on pourrait rajouter Van Aert aussi, parce que Van Aert avait fait pas mal de kilomètres avec eux.
mais était un tour en dessous sur cette journée. En tout cas, c'est vrai que le Tour des Flandres, bon, c'est déjà une course magnifique, ça a toujours été une belle course, mais là, on a eu vraiment, ça fait plusieurs saisons qu'il se passe des choses assez folles avec des attaques de très loin de favoris. Et ben, c'est forcément les Van Aert, les Van Der Poel qui révolutionnent le cyclisme, mais on a un Kasper Asgreen aussi qui aime bien attaquer de loin. C'est un très bon rouleur, Kasper Asgreen, donc voilà, il peut résister et ça change les codes. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant d'avoir des courses comme ça qui sont débridées où il se passe des choses. Et à le final qui n'est pas du tout joué, parce que si on écoutait tous les commentateurs TV, enfin même nous sur Twitter, les suiveurs, etc., il y a tout le monde qui s'enflammait, qui dit bon allez c'est bon, je regarde pas, Van Der Poel c'est gagné, Asgreen va faire 2, et ben voilà, tout est possible en fait sur une course comme ça où ça se joue à l'usure, et Asgreen qui avait totalement déposé Mathieu Van Der Poel. Allez les fans de Roglic, vous allez être contents pour ce nouveau petit moment de la saison, alors que c'est le Tour du Pays Basque. C'est vraiment une course qui est très intéressante, le Tour du Pays Basque, puisqu'il y a souvent des étapes qui sont où il se passe pas mal de belles choses. Et sur ce Tour du Pays Basque, ce qui s'est passé, c'est que on a eu, il y avait les deux gros leaders, forcément Pogacar, Roglic, qui se jouaient le titre, mais sur une étape, on a eu un McNulty et c'était Vingegaard, il me semble, qui sont partis devant, et qui ont pris de l'avance, et du coup on s'est dit bon Roglic, Pogacar, ils sont regardés, ils vont jouer pour leurs équipiers, ça va se faire comme ça, ils vont finir un peu plus loin mais sans souci. Et puis on a eu cette dernière étape vraiment totalement folle avec Primož Roglic qui attaque, avec David Gaudu aussi, parce que David Gaudu a vraiment été très impressionnant. Les deux se sont relayés, ont déposé le groupe Pogacar, etc. Et c'est Primož Roglic, un grand seigneur, qui laisse la victoire à David Gaudu. D'ailleurs, il me semble que ça arrive à l'endroit où Roglic s'était imposé sur la saison précédente, sur l'étape d'ouverture de la Vuelta. Donc voilà, Roglic connaissait les lieux. Mais franchement, un très bon travail des deux coureurs, avec un Roglic parfaitement aidé en fait par comment il s'appelle, par Gaudu, et donc qui le remercie justement. Gaudu qui avait remonté pas mal de places aussi. Pogacar 3e, Vingegaard 2e. On va retenir ce nom, Jonas Vingegaard, pour ceux qui disent qu'il arrive de nulle part sur le Tour de France. Il était déjà là autour du Pays Basque début avril. On l'avait vu incroyable également sur la Vuelta l'année dernière. Et voilà, il n'est pas là pour rien. On avait eu McNulty là, qui avait totalement craqué, puisqu'il termine au final, McNulty, de ce Tour du Pays Basque. Il termine vraiment très loin, parce qu'il était leader avant cette étape, et il termine 17e du classement général à plus de quasiment 8 minutes en fait de Primož Roglic. Donc il avait totalement craqué le leader de la course, Brandon McNulty. Mais franchement, un Tour du Pays Basque, je me suis régalé dessus, surtout cette dernière étape qui était vraiment totalement folle, et qui était encore une fois une étape, pas une étape très longue en fait, entre qui arrivait à Arrate, il me semble. C'était une étape de 110-115 km. Donc pas une étape trop longue, mais voilà, ça montre qu'il n'y a pas besoin d'hyper longues étapes en fait pour avoir du spectacle. Il suffit juste d'avoir des étapes avec des cols bien placés, et des fois des étapes courtes, c'est propice au mouvement, et c'est ce qu'on avait pu voir en tout cas sur cette dernière étape du Tour du Pays Basque, que j'ai vraiment kiffé cette année. Ensuite, on va parler donc de Liège, Bastogne-Liège, forcément, avec la victoire de Tadej Pogacar. Premier monument pour Tadej Pogacar, avec une course là aussi, qui mine de rien, je le répète, je crois depuis environ 2 ans, mais ça rajoute vraiment du régal dans le final, ce nouveau parcours, avec un final qui n'est plus sur la côte de Anse, mais qui arrive à Liège directement. Avec, on attend quand même un petit peu le final, même si on avait eu une attaque de Richard Carapaz qui avait attaqué d'assez loin, qui avait fait pas mal de kilomètres tout seul. Après, je crois qu'il avait été déclassé, Richard Carapaz, parce qu'il s'était mis en position aéro, ou il avait jeté un bidon. Je crois qu'il s'était mis en position aéro. Bon bref, on va pas en parler, mais voilà, Carapaz qui avait fait le spectacle. Et ensuite, on avait eu Primož Roglic qui avait été un petit peu, qui était pas bien à ce moment-là. Primož Roglic qui était un petit peu aux fraises sur cette course. Et on a eu vraiment une équipe UAE qui a été au top, avec Formolo, Hirschi qui se sont sacrifiés. Et un groupe d'hommes forts qui est sorti, un groupe de 5 qui est sorti dans l'ascension de la Roche au Faucon, avec Pogacar, Alaphilippe, Valverde, Woods
et David Gaudu. Donc c'était ce groupe, c'était parfaitement ça, parfaitement collaboré jusqu'au bout, jusqu'à Liège. Et dans le final, le sprint. Et là on se dit, bon allez, Alaphilippe, il va pas dévier sa trajectoire. Il va faire comme l'année dernière, bien propre, tout bien. Et là, Pogacar nous sort un sprint de dingue, ça se joue à rien. Et c'est Pogacar qui s'impose, qui lève les bras, devant encore une fois Alaphilippe qui vient échouer dans sa quête, alors que pourtant on le pensait vraiment très très bien. Il avait l'air parfaitement, mais c'est vrai que Pogacar a quand même une puissance de dingue, il faut bien l'avouer. Pogacar au sprint, hein, on dit que Roglic est très rapide, mais bon, Pogacar c'est la même chose, hein, c'est extrêmement rapide, ça a une énorme... pas forcément en fait pointe de vitesse, mais il a une capacité d'accélération. C'est un peu comme Van Der Poel en fait. Van Der Poel est très rapide, mais ils ont des capacités à accélérer, de partir quasiment de l'arrêt et de monter très fort. Alors que je pense que Julien a plus l'explosivité que la pointe de vitesse. C'est dommage, mais bon, c'était très serré. Et David Gaudu là qui nous régale pour faire deux Français sur le podium, troisième. Valverde quatrième lui aussi, qui nous fait une saison de folie avec l'âge qu'il a. Et Michael Woods cinquième. On retrouve ensuite Hirschi, Tish Benoît, Bokemolema, Maximilian Schachmann et Matej Mohoric. Donc monument pour Tadej Pogacar. Franchement, une belle course. Malheureusement pour nous Français, c'est pas Julien qui s'impose, mais bon, il peut pas toujours gagner Julien, il peut pas toujours gagner. Et j'espère que il aura une troisième chance quand même d'aller chercher Liège avec le maillot de champion du monde. Ça sera en 2022, donc ça sera, voilà, ça sera bien. J'espère qu'il ira la chercher, Julien. Ça serait magnifique de le voir lever les bras à Liège avec ce maillot arc-en-ciel. Parlons un peu de ce Giro. Et voilà, le Giro, incroyable cette année, j'ai kiffé. C'est un de mes grands tours préférés. Bon, c'est vrai que l'année dernière, ça n'avait pas été au goût de tout le monde, même si moi je l'avais bien aimé, avec un petit peu ce qu'on disait, le manque d'adversité, le manque de leader, etc. Mais je l'avais trouvé intéressant. Et cette année, on n'a quand même pas été déçus. Parce qu'il y en avait, ils sont quand même forts, ils peuvent faire quelque chose. Ça récidive sur la 19e étape à l'Alpe d'Imera, victoire de Yates. Et sur l'avant-dernière étape à Valle Alpe Mota, on a Caruso, mais on a surtout un Bardet qui est incroyable sur cette étape. Romain Bardet, j'aurais bien aimé qu'il aille la chercher, mais bon, c'est Caruso qui va la chercher. C'est mérité aussi d'aller chercher cette victoire pour Damiano Caruso. Et on s'est dit, est-ce que Bernal va réussir à tenir son avance? Et oui, finalement Bernal qui tient. Il remporte son deuxième grand tour après le tour. Il est quand même très jeune, Egan Bernal. Il s'impose donc devant Caruso, premier podium pour lui en grand tour. Et Simon Yates encore sur un podium. Vlasov quatrième. Vlasov franchement quatrième, mais il a été en dents de scie, on l'a pas trop vu. Martinez cinquième. Almeida 6ème, Romain Bardet 7ème, qui a perdu un petit peu sur le chrono, mais pourtant il a fait un très très bon Giro. Romain Bardet, on l'a souvent vu à l'attaque, on l'a souvent vu faire de belles choses. L'étape qu'on retiendra aussi, c'est la fameuse étape en mode Strade Bianche qui avait été remportée par Mauro Schmidt. Franchement, cette étape, c'est dommage parce que Bardet était bien, il a crevé, je crois, ou il a changé de vélo, un truc comme ça, donc il était dans le groupe Evenepoel, ça a perdu du temps. Même chose pour Almeida, d'ailleurs, les deux ont perdu beaucoup parce qu'Almeida attendait Evenepoel au début, avant d'être vraiment leader sur l'étape que Bernal remporte à Cortina d'Ampezzo. Mais franchement, on a eu un très très beau Giro, petite mise à part, l'étape du Zone Colline qui était vraiment pas folle. L'étape du Zone Colline, elle manquait vraiment d'intérêt avec la victoire de Fortunato, c'est très bien, mais ça manquait, franchement. Zone Colline, c'est une arrivée mythique et ça a été un petit peu escamoté. Mais je me suis vraiment régalé devant ce Giro et je pense que pas mal d'entre vous aussi, parce qu'on a eu quand même du spectacle. On a eu un Bernal, ça faisait plaisir de le retrouver à ce niveau, Egan Bernal, et de très très belles étapes, très très bien dessinées. Donc encore une fois, un grand Giro avec une très belle adversité et du très très lourd. Et on passe à un autre grand tour, le Tour de France. Alors il y en a que vous allez me dire, ouais mais regarde, Pogacar il gagne avec 5 minutes 20 sur le deuxième, c'est Vingegaard, le top 10 il est pourri, naninana. On avait quand même une très belle start list au départ de ce Tour de France. On avait du très très lourd. Après, il y a eu des faits de course, il y a eu cette chute de Roglic qui le fait abandonner. Il y a eu un Pogacar qui était au-dessus de la concurrence. Mais si on regarde le Tour, moi je me suis régalé. Moi j'ai kiffé le Tour cette année. J'ai eu vraiment des courses de mouvement. Pogacar a écrasé le Tour, mais il n'a pas écrasé le Tour en attendant à chaque fois les 3 derniers kilomètres pour mettre une attaque. Oui, il a fait en dernière semaine, il a fait sur les 2 étapes qu'il remporte, mais c'était quand même pas un peloton de 10 coureurs, ils étaient 3 à chaque fois dans le final, 3 ou 4. Donc franchement, là il y avait de l'intérêt. Pogacar, où il va chercher le maillot, il est stratosphérique. L'étape du Ventoux, Vingegaard qui l'attaque, etc., elle est magnifique. L'étape que
que remporte Mohoric au Creusot. Cette étape, elle est terrible. Avec, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur cette étape avec, avec Pogacar qui va peut-être être piégé? Finalement, là, on l'a vu qu'il savait gérer Pogacar. Il a été monstrueux. C'est un chef-d'œuvre la victoire de Pogacar si on l'analyse sur ce Tour de France. Mérité. Vingegaard deuxième qui a été très costaud. Carapaz, bien aussi. Voilà, malgré son... il aurait pu aller chercher le titre... quelque chose de mieux, la deuxième place, Carapaz. Mais bon, il est allé chercher le titre olympique, on en reparlera quelques jours plus tard. Donc voilà, franchement, on a eu de très très bonnes courses. Moi, je me suis littéralement régalé sur ce Tour de France. Et donc, victoire de Tadej. On retient également la 8e place de Guillaume Martin, la victoire avec le maillot arc-en-ciel de Julien Alaphilippe et un Mark Cavendish qui a rené de ses cendres. Voilà, le phénix Mark Cavendish sur ce Tour de France. Et de très bons coureurs, voilà, qui nous ont fait plaisir. Du Ben O'Connor, du Alexei Lutsenko aussi qui a été intéressant. Guillaume Martin qui a fait l'élastique sans cesse. Enfin voilà, il s'est quand même passé de belles choses. On a eu de belles étapes marquantes, des étapes hyper intéressantes, très bien tracées aussi ce parcours. Donc franchement, un régal ce Tour de France. Je l'ai kiffé en tout cas ce tour. Et je pense que vous êtes pas mal aussi à l'avoir kiffé, même si forcément on savoure un peu moins quand on voit comment Pogacar a écrasé. Mais bon, ça, et il n'avait pas forcément d'adversaire à sa hauteur, Pogacar. Vingegaard c'était son premier grand tour. Carapaz, il n'avait pas l'air à son top niveau, Richard Carapaz. Donc voilà, c'est normal aussi. Et je pense qu'après, quand on voit le niveau de Pogacar sur la saison, c'est pas étonnant qu'il fracasse tout le monde. Ouais, mais celui-là, j'étais obligé de le mettre, les gars. J'étais obligé de le mettre, vous l'avez vu. Il est sur la miniature, mais bon. C'est ce championnat du monde incroyable. Je sais pas lequel j'ai le plus... Je pense que celui d'Imola, je l'ai quand même plus savouré parce que c'était la première de Julien. C'était une victoire qui était quand même stratosphérique. Mais là, cette année, ce qu'il nous a fait, c'est monstrueux. On l'attendait quand même. On s'est dit, il peut nous faire quelque chose. Il peut, mais on ne pensait pas qu'il allait nous faire ça. Une équipe de France avec un Thomas Vauclair, le tacticien, mais au top. Une équipe de France qui a pris beaucoup de risques. On peut dire merci aussi aux Belges avec Evenepoel. Ils l'ont mal utilisé alors qu'Evenepoel avait des jambes de folie, tout simplement. Et Julien qui attaque. Je ne sais pas combien de fois il a attaqué. 10 fois. Et il arrive à sortir tout seul dans le dernier tour. Enfin, dans l'avant-dernier tour, dans la fin de l'avant-dernier tour. Et il a résisté. Et on voyait l'écart. On s'est dit, putain, là, ça va rentrer. Et finalement, il y a ce petit groupe Van Baarle, Valgren, Stuyven, Paules aussi qui a fait une belle saison parce qu'il remporte la Classique à San Sebastian. Là, ce groupe, on s'est dit, ça peut rentrer. Et non, c'est jamais rentré. Julien, qui faisait la grimace, qui était en souffrance et qui a résisté jusqu'au bout pour aller chercher un deuxième titre consécutif, comme Peter Sagan l'a fait il y a quelques saisons. Mais voilà, c'était un parcours qui pouvait lui convenir. Mais franchement, quand on voyait des Van Der Poel, des Colbrelli qui est dans une forme incroyable, et Van Aert, on s'est dit, bon, allez, c'est bon, ça va être très très compliqué. On a un Tom Pidcock aussi qui fait un très bon championnat du monde. Colbrelli dans le top 10. Mathieu Van Der Poel. Et le désastre de la Belgique qui n'est même pas sur le podium après avoir raté le titre sur chrono. Mais bon, il y avait un grand Philippe Ogana. Alaphilippe, moi, il m'a vendu du rêve. C'est un coureur que j'adore. J'adore sa façon de courir aussi. J'adore ça. J'adore la personne. J'adore l'homme en plus du cycliste. Je trouve qu'il est vraiment... C'est vraiment un mec qui a l'air au top. Donc voilà, ça fait plaisir. Et franchement, je suis super content pour lui, quoi. Et en plus... Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, il aura la chance d'aller chercher peut-être un Liège-Bastogne-Liège avec le maillot de champion du monde. Il aura une 3e chance, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est parfait. Par contre, conserver le titre l'année prochaine, ça sera sans doute plus compliqué parce que, a priori, ça sera un parcours plutôt typé sprinter. Donc à moins qu'il y ait une énorme course de mouvement, des bordures, des trucs comme ça, et qu'on trouve très peu d'éléments, ça sera quand même compliqué pour Olaf. Mais bon, 2 titres de champion du monde, c'est quand même incroyable. Maintenant, il lui faut le Liège-Bastogne-Liège. Et là, ça sera vraiment le parcours, le palmarès de rêve. Et franchement, ce championnat du monde, qu'est-ce qui m'a régalé, Julien. Et maintenant, on va parler de cette course légendaire. C'est le dernier moment du top 10, mais il y a les petits moments, mention spéciale juste après. Quelle course, parce que franchement, on l'attendait ce Paris-Roubaix, on n'en avait pas eu l'année dernière, on n'en avait pas eu cette année au mois de mars, au mois d'avril, donc ça faisait longtemps. La dernière c'était Philippe Gilbert, Ineos, ça s'appelait encore Sky,
On avait Pogacar qui avait même pas fait encore de podium sur les grands tours. C'est Primoz Roglic qui avait remporté qu'une Volta. On peut remonter à plein de trucs. Bref, en tout cas. Ah non, Primoz Roglic n'avait pas remporté de Volta. En tout cas, voilà, stratosphérique cette course avec des conditions dantesques, tout simplement. Vous voyez l'image, hein, de toute façon, vous voyez les images et vous vous rappelez comment les coureurs ont fini parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Un Paris-Roubaix en octobre, déjà, ça arrive jamais. Et là, des conditions dantesques avec une course, encore une fois, 2 mouvements sur Paris-Roubaix, c'est ce qui se passe. Hein. De toute façon, sur Paris-Roubaix, faut bouger pour gagner. Et bah, des situations de course, tout simplement, incroyables. Avec un Gianni Moscon qui, dans les derniers kilomètres, on se dit, c'est bon, c'est gagné pour Gianni. Ça va aller au bout. Il avait plus d'1 minute d'avance sur le duo Van Der Poel, Vermeersch, Colbrelli. Il y avait également Guillaume Boivin et Van Asbroek. Donc sur ce groupe, on s'est dit c'est bon. Derrière, il y avait le groupe Van Aert un peu plus loin. On s'est dit ça va aller au bout pour Moscon qui va aller chercher son monument. Honnêtement, Moscon, c'est pas un coureur que j'aime. Mais au vu des conditions, au vu du taf qu'il avait fourni, il méritait mais 1000 fois cette victoire de Gianni Moscon. Et on a ce premier incident, la crevaison. La crevaison s'est réparée, mais on sentait qu'il avait du mal, Moscon. Dès qu'il avait été réparé, je pense que le pneu était peut-être en surgonflage et du coup, avec les conditions, c'était pas top. Et du coup, il y a cette chute qui survient juste après et là, c'est fatal. Hein. Il se fait reprendre par le groupe des meilleurs, Van Der Poel et tout. Il peut pas les suivre. Ce choc qui est cramé en plus, Moscon, à mon avis, avec tous ces kilomètres. Et c'est donc un groupe de 3 qui se joue la victoire sur le vélodrome. On se dit, bon, Colbrelli, l'amigo Colbrelli, il est rapide, forcément, il sort d'une saison stratosphérique, Colbrelli, avec maintenant Paris-Roubaix, championnat d'Europe, championnat d'Italie, Benelux Tour, donc voilà, que sur le Tour de France, il passait dans les étapes de montagne, donc voilà, hein, c'était stratosphérique, sachant que je crois que c'était son premier Paris-Roubaix. Van Der Poel, on connaît, il est rapide, mais on se dit, bah attention, il en a quand même fait beaucoup, c'est vrai que Van Der Poel en avait fait énormément. Il nous a fait un petit peu comme sur le Tour des Flandres. Moi, je me suis dit, Van Der Poel, sûr, il va se faire allumer. Maintenant, il reste la carte Vermeersch. Florian Vermeersch, c'est pas trop ce qui vaut. Mine de rien, ce coureur, comment il peut régler un sprint. Et il a été très, très intelligent. Il n'est pas passé loin de la victoire. Mais bon, Colbrelli était beaucoup plus fort. S'impose logiquement. J'ai beaucoup aimé, par contre, ce Paris-Roubaix de Christophe Laporte qui a très, très bien géré. Magnifique Paris-Roubaix de la part de Christophe Laporte. Malheureusement, ça se termine pas en top 5, mais il finit quand même 6ème, belle performance. Il sera en plus chez Jumbo l'année prochaine, donc je pense qu'il aura vraiment une belle équipe pour accompagner Van Aert. Mais attention, si Van Aert se foire ou si Van Aert n'est pas bien, il aura de belles chances, il sera mieux accompagné et il y aura peut-être une meilleure structure aussi pour l'accompagner sur les pavés. Donc ça, franchement, Christophe Laporte, ça serait beau de le voir briller sur Paris-Roubaix et de faire une grosse performance. Contre-performance, par contre, c'est les deux Quenins qui étaient donnés largement favoris, non, mais vraiment la grosse armada. Il termine 5ème avec Lampard et voilà, c'est tout. Pas d'autres coureurs dans le top 10. Donc voilà, un Paris-Roubaix de légende, un Paris-Roubaix que je me suis régalé. C'est une de mes courses préférées de la saison. Je sais pas si c'est ma préférée, mais en tout cas, elle était, ouais, je vais peut-être faire ma préférée parce que c'est quand même une course qui était totalement folle. Même si Colbrelli, c'est pas mon coureur non plus favori. Voilà, une course comme ça, hein, le mec qui gagne, on est obligé de le féliciter. On peut pas dire, on peut pas crier au scandale ou quoi que ce soit. Il était vraiment très très fort, Sonny Colbrelli. Si on découvre quelque chose sur lui dans 5 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, j'en sais rien. Là, on pourra le remettre en cause, mais pour le moment, on savoure et on le laisse savourer en tout cas, parce que c'est vraiment une victoire stratosphérique, une victoire en patron de Colbrelli sur une course incroyable. Allez, on va passer au moment fort, aux mentions spéciales maintenant de cette saison. Alors, j'en ai mis quelques-uns. C'est des... Voilà, ça pouvait pas rentrer dans le top 10, mais c'est des moments qui ont quand même retenu mon attention. Alors, en 1, on aura l'Amstel Gold Race, parce qu'on a vraiment une très très belle course cette saison, encore une fois, avec un parcours qui était différent des autres années, avec une seule boucle en fait. C'était qu'une boucle cette année, l'Amstel Gold Race. Et on a eu cette victoire de Wout van Aert devant Pidcock. Mais qu'est-ce que c'était long pour savoir qui s'impose, avec une photo finish qui n'était pas droite, une ligne qui n'était pas droite, enfin rien n'allait. On a eu le résultat sur le téléphone du commissaire, donc voilà, c'est quand même une course sur le tour, c'est quand même l'Amstel. Et on a eu ça, enfin c'était assez étonnant. Mais c'est Van Aert qui s'impose. Franchement, c'était le règlement de compte, puisque sur la flèche Brabançonne, c'était Pidcock qui s'était imposé devant Van Aert.
Donc voilà, une belle revanche. Et belle classique remportée par Van Aert qui a été un peu plus en difficulté sur les autres classiques cette saison, mais qui a fait aussi une saison impressionnante, hein, Wout Van Aert. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il remporte un petit monument. J'aurais bien aimé que Van Der Poel, Alaf et Van Aert tous les trois en remportent un cette saison. Ça aurait été franchement mérité. Mais voilà, hein, sachant que ça peut encore arriver en 2022, ils ont encore des années devant eux, ces gars-là. Pidcock aussi, lui qui a pris rendez-vous, qui pouvait briller un petit peu sur tous les parcours, que ce soit sur les Ardennaises, que ce soit sur les Flandriennes. Il est vraiment présent, Pidcock. Donc ça aussi, ça sera à voir, qui a été champion olympique de VTT. Donc voilà, une très très belle en tout cas, Amstel Gold Race. Allez, l'autre moment, eh ben c'est juste après, c'est la Flèche Wallonne. Alors voilà, hein, la Flèche Wallonne, on le sait, l'arrivée au mur de Huy, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus alléchant des moments de la saison, mais bon, quand c'est Alaphilippe qui gagne comme ça régale, hein, parce qu'on s'est dit, ouh là là, est-ce qu'il va pouvoir y aller, Julien? Il a été un peu faible sur la flèche, c'est pas ça. Il a pas l'air impressionnant, et puis finalement, ben voilà, il nous a fait du Julien Alaphilippe. Roglic très très solide, hein. Roglic franchement qui était solide, qui attaque le premier, et Alaphilippe qui le suit et qui le déborde dans les derniers mètres, et qui s'impose, magnifique. Valverde dans son jardin, l'ancien propriétaire des lieux, puisqu'il a passé les clés à Julien Alaphilippe qui termine 3ème. Michael Woods lui aussi, hein, qui est souvent très très bon sur cette flèche wallonne. Warren Barguil qui fait un nouveau top 10. Pidcock, Gaudu, Chavez, Carapaz, Sharkman, un top 10 assez intéressant, et les deux devant qui étaient les plus forts, mais ça fait plaisir de voir Julien à ce niveau. Et un autre moment qui m'a marqué, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, ça arrive tous les 4 ans. Là, ça fait 5 ans qu'on attendait une course qui a été vraiment très très intéressante, avec des nations qui ont voulu se découvrir, et un groupe avec des hommes forts qui est sorti dans les derniers mètres, enfin dans les derniers kilomètres, dans la dernière ascension. On avait des Carapaz, des Pogacar, Mollema, Woods, McNulty, Gaudu, Uran, il y avait Adam Yates, il y avait je crois Kiato, Sharkman, j'en ai peut-être oublié, et voilà, en grosso modo il y avait ce groupe. Et ça roulait pas, il y en a qui voulaient pas passer, on savait pas trop. Et puis il y a ce contre stratosphérique de Richard Carapaz qui avec Brandon McNulty, d'ailleurs ils étaient tous les deux ensemble, et là on se dit bon, ça va être pour les deux, c'est bon. Carapaz qui avait vraiment été stratosphérique sur cette course là aussi, qui va chercher la victoire en solitaire, mais qui décroche McNulty dans les derniers kilomètres. Et finalement, ça revient sur McNulty pour aller jouer le sprint. Et c'est Wout Van Aert qui fait encore une deuxième place sur une compétition en équipe nationale. Après sa deuxième place, voilà, sur les championnats du monde de cyclo, sur les championnats du monde de chrono, sur les championnats du monde sur route, sur les championnats d'Europe. Il en avait pris une médaille, mais c'était bronze, je crois, quand Trentin s'impose. Enfin voilà, Van Aert, encore une médaille. Pogacar 3ème, ça confirme hein, son bon état de forme. Franchement, un top 10 royal, un très très bon top 10, et franchement une très très belle course qui était très très bien tracée au Japon. J'ai hâte de voir ce que ça sera en 2024. J'espère qu'ils vont pas nous faire une vieille course à Paris sur les Champs-Élysées, parce que ça risque de pas être super intéressant. Ça serait bien qu'ils aillent nous chercher un petit peu de montagne, un truc, ou un parcours même vallonné qui pourrait être hyper intéressant en Bretagne même, ou un truc comme ça pourrait être vraiment top. Donc à voir ce que ça sera pour Paris 2024. On passe à l'avant-dernier, je crois. C'est l'avant-dernier moment que j'ai sélectionné. Ah non, il en reste encore d'autres. C'est la Bretagne classique, parce que c'est la première victoire dans une classique World Tour de Benoît Cosnefroy. Et vraiment quelle course, hein. C'était sorti de très très loin avec Cosnefroy, Alaphilippe, Honoré et Pogacar. On a eu la craquante de Pogacar, alors ça c'est assez incroyable pour être souligné. La mésentente Alaphilippe Cosnefroy dans le final. Bon, ça c'était vite solutionné quand on a vu les stories Insta après les championnats du monde entre Cosnefroy et Alap. Et Mickaël Honoré qui a été aussi stratosphérique. Hein. Mickaël Honoré, lui, qui a fait vraiment une grosse saison de sa part. Qui termine 3ème à la Philippe réglé au sprint par Cosnefroy. Voilà un moment aussi qui méritait d'être souligné. Voilà, la Vuelta, je ne l'ai pas mis dans mes tops parce que je l'ai pas hyper apprécié cette Vuelta. Je l'ai trouvée intéressante, mais sans plus. C'est vrai que Primoz Roglic, voilà, qui vient de chercher son 3ème titre d'affilée sur la Vuelta, c'est le patron de la Vuelta. C'est mérité. Il a un grand tour. Mais derrière, franchement, la concurrence, Mas qui termine 2ème à 4,42, il a souvent été bien, Mas, mais bon, il a craqué. On retrouve Jacket qui fait podium, encore en Bahreïn sur les podiums. Adam Yates, 4ème. On rappelle quand même le petit
le petit imbroglio avec l'ami Miguel André Lopez qui a abandonné là sur l'avant-dernière étape. C'était totalement dingue, complètement ravagé ce Miguel André Lopez. Voilà, une Vuelta qui était sympa en fait, sympa, hein, elle n'était pas nulle cette Vuelta. Mais je l'ai moins apprécié que les autres saisons, par exemple. Voilà, c'est pas la course que j'ai le plus appréciée, mais voilà, elle m'a été figurée dans les mentions spéciales car c'était pas non plus une course soporifique ou une course mauvaise. J'ai bien kiffé la victoire de Bardet, les victoires de Storer, tout ça. Il y a eu de belles choses, mais pour moi ça manquait, enfin, ça manquait un petit peu. Je sais pas ce qui manquait, mais il manquait quelque chose pour moi. Et on en termine avec le dernier moment que j'ai noté, c'est le Giro di Lombardia avec cette victoire de Pogacar tout récemment. Victoire de Pogacar devant Masnada et Adam Yates qui règle un groupe avec pas mal de leaders. Alors je ne l'ai pas mis dans mes tops parce que tout simplement la course était bien, mais j'ai pas hyper apprécié. Je suis moins fan du parcours qui arrive à Bergame. C'est vrai que je suis beaucoup plus fan du parcours qui arrive à comme on a vu les dernières années. Avec le Sormano notamment que j'adore et qui a une belle course de mouvement. Là il y a eu du mouvement, mais voilà, ça s'est quand même pas mal regardé derrière. Pogacar qui était solide, Masnada aussi hein, qui méritait, Masnada, mais bon, Pogacar on l'a un petit peu laissé je trouve, et derrière il y a eu vraiment cette mésentente, c'est dommage, avec Yates qui fait 3, donc Roglic, Valverde, Alaf, Godu, Bardet, Woods, et plus loin derrière Sergio et Higuita. Pour moi, il y avait quand même pas mal de mecs qui auraient pu aller chercher la victoire et qui auraient pu faire autre chose. C'est bien dommage, mais bon, très beau tir groupé des Français. Très belle victoire de Pogacar. Mais pour moi, pas la course qui mérite de figurer dans mes tops, en tout cas, cette saison, parce que c'est mes tops, c'est pas vos tops ou les tops vraiment de la saison où je vous dis cette course est éclatée, cette course est la meilleure, etc. C'est mes tops, c'est mes ressentis. Donc après, voilà, ça dépend beaucoup. C'est pour ça que je vous dis également de réagir dans les commentaires. Voilà les gars, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est terminé pour cette présentation de mes tops et de mes moments forts de la saison. Donc une saison que j'ai quand même bien kiffé. Ça faisait plaisir d'avoir un vrai retour à la saison avec des spectateurs au bord de la route, etc. Il s'est passé pas mal de choses avec des closants de nouveaux talents. Donc on notera quand même Ethan Hayter qui fait une grosse saison. Michael Honoré également. Il y en a peut-être que j'oublie. Des revenants, des coureurs qu'on n'attendait pas forcément et qui ont fait une grosse saison. Je pense à des Colbrelli, on ne pensait pas être aussi fort. Valverde, mine de rien, qui a fait une belle saison. On note aussi Caruso, Richie Porte qui a remporté le Dauphiné, ça je l'ai pas mis. Et après, voilà, et Cavendish aussi. Cavendish qui fait une énorme saison. Et après, des monstres qui confirment, des Van Der Poel, des Van Aert, des Pogacar, des Alaphilippe, des Roglic et des Bernal, même qui est encore là. Bernal qui a remporté quand même un grand tour cette saison, donc, et qui fait top 10 sur la Vuelta sans être en top forme. Donc franchement, j'ai bien kiffé cette saison. Si 2022 continue comme ça, c'est parfait, puisqu'il y a 3-4 ans, on nous disait, bon, le cyclisme, on va se faire chier, c'est plus que des vieilles courses voilà, où ça temporise et tout. Là, depuis quelques saisons, depuis qu'on a les mecs du cyclo, on a des courses de mouvement et je pense que c'est pas fini puisqu'il y a pas mal de mecs du cyclo qui se mettent à la route. J'ai hâte de voir ce que va faire Peacock aussi l'année prochaine, qui va être un des hommes à abattre sur les différentes classiques. Donc ça sera vraiment super intéressant. J'espère en tout cas que les gars, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir vous-même, dire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi un petit peu vos tops. Oui, vos tops. Vous pouvez dire peut-être des flops, les coureurs qui vous ont marqué, les moments qui vous ont marqué. Tout ça. On se dit rendez-vous très prochainement. Je vous dis à la prochaine les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.